édition spéciale sur BFM Business. Voilà, édition spéciale sur BFM Business, puisqu'on l'a donc appris ce vendredi soir sur les coups de 19h. Est un sacré coup de théâtre dans ce feuilleton qui nous avait tenu en haleine pendant plusieurs mois maintenant. Il n'y aura pas de mariage. Il n'y aura pas de mariage entre Orange et Bouygues Telecom. Chacun des deux groupes a confirmé ce que la rumeur disait depuis un petit moment auparavant. C'est que non, effectivement, pas d'accord conclu entre les deux groupes. Échec des discussions. Les deux groupes ont d'ailleurs réuni ce soir leur conseil d'administration pour acter l'échec de ces discussions. On en discute depuis tout à l'heure et on continue la discussion encore pendant une grosse vingtaine de minutes en direct sur BFM Business avec Simon Tenenbaum, avec Frédéric Simotel, avec Léonidas Kalogéropoulos, délégué général d'Alternative Mobile, qui regroupe plusieurs MVNO, et autre casquette, bien sûr, Léonidas, vice-président d'éthique. Et puis avec Stéphane Dubreuil, consultant télécom, qui est avec nous. Simon, on va repartir un petit peu avec vous pour nous refaire un petit peu le fil. Enfin, le fil, c'est un bien grand mot, parce que ça a été très très vite, en fait. Quelques annonces assez succinctes sur les coups de 19h ce soir, ce vendredi soir. Oui, deux communiqués assez brefs pour expliquer que voilà, on arrête les discussions. C'est une surprise un peu dans le calendrier, puisque la date butoir avait été fixée au 31 mars. Hier, on a négocié à ce moment-là un délai de 3 jours supplémentaires et finalement on n'est même pas allé au bout de ce délai, sachant qu'on négocie depuis 3 mois maintenant. Ce qui laisse penser, Frédéric Simotel, que voilà, on s'était donné jusqu'à dimanche et puis dès vendredi soir on acte que c'est fini, comme quoi, comme dit l'expression, le verre était dans le fruit. Alors on vient un petit peu sur ce qu'on disait pendant la première demi-heure, c'est qu'il y a quand même plusieurs facteurs qui ont fait capoter l'opération. Oui, il y a des choses qu'on avait... Certains avaient anticipé, voilà, c'est ce que nous disait Stéphane Dubreuil notamment. Oui, on a parlé de la valorisation, tout le monde n'était pas d'accord sur ce 10 milliards, mais qu'on découvre un peu tardivement, le rôle de l'État. Il faut rappeler que c'est un deal à plusieurs belligérants. Il y a déjà Orange et Bouygues Telecom, derrière il y a SFR et Free qui rachètent derrière des portions de Bouygues Telecom, on en parlera dans un instant, et puis l'État qui est venu mettre son grain de sel dessus. Derrière l'État, il y a la BPI, il y a l'Agence des participations de l'État. Au-delà de tout ça, il y a l'autorité de la concurrence qui veille à tout ça. Ça fait quand même beaucoup de choses à régler en peu de temps. Donc on peut imaginer que tout ça a été compliqué. Et puis derrière, je rajoute juste un petit truc. Je pense aussi que dans tout ça, il y a un problème d'hommes. Non pas qu'ils ne s'apprécient pas tous les uns les autres, mais tous ont des ambitions personnelles ou à la tête de grands groupes et tout ça. Et que il y a certainement des choses qui n'ont pas collé aussi. Certains ne voulaient pas voir les autres à la tête. Léonidas Kalogéropoulos. Oui, je voudrais quand même rappeler que une des raisons essentielles pour lesquelles il y a plusieurs scénarios de rapprochement à 3, c'est que personne n'avait anticipé la violence, je pense que c'est un terme qui convient, avec laquelle le quatrième opérateur, Free, est arrivé sur ce marché. Je rappelle les offres à 2 € quasi illimitées, cette rupture qu'il y a eu, qui a totalement, en un temps record, chamboulé la totalité des acteurs, alors que l'on s'attendait plutôt à ce qu'il y ait un quatrième qui vienne un peu titiller le marché. C'est pas du titiller, il y a eu un choc, il y a eu une année de choc très violent sur le marché. Et bien entendu, le marché s'est jamais vraiment remis finalement. Il y avait en tous les cas un acteur qui était déjà un peu fragile, qui se constituait plus lentement que les autres, c'était Bouygues. Et c'est vrai que l'interprétation que tout le monde a pu avoir de cette violence de l'arrivée de Free, c'était de dire on vient tellement violemment que celui qui était fragile va rapidement s'écrouler et on pourra le cueillir. Et depuis 2 ans et demi, 3 ans, finalement, il y a ce retour qui a l'air d'être attendu, souhaité par l'ensemble de l'industrie qui cherche le bon scénario. Probablement, on a capoté aujourd'hui sur une contrainte politique qui, effectivement, entre autres, continue de penser qu'elle aurait pu s'exprimer il y a 3 mois et qu'on aurait tous pu faire l'économie de 3 mois de travaux approfondis pour se rendre compte que le chiffre de 10 milliards, qui est quand même connu depuis le début, le chiffre qui circulait déjà il y a un an quand SFR... Lorsque SFR a fait l'offre de 10 milliards, il est totalement naturel que celui qui veut valoriser son groupe dise j'ai une offre de marché de 10 milliards. C'est totalement naturel que ce soit ce chiffre-là qui fasse référence. Donc il était connu. Stéphane Dubreuil, je pense que vous avez envie de réagir sur Free, je vous ai vu depuis une minute, mais quand même, quand on voit l'inventaire des motifs qu'a fait Frédéric Simotel, on a l'impression qu'on se demande si on n'a pas joué un petit peu à l'autruche depuis 3 mois en taisant un petit peu tout ça. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez deux approches. L'approche anglo-saxonne, c'est on tape dans le dur tout de suite. On prend les gros problèmes et on sait qu'après on déroule. Donc vous avez les patrons en face à face, ils vous règlent ça très vite, ils disent voilà la feuille de route, on y va. Nous, l'approche, on fait l'inverse très souvent. C'est-à-dire on prend tous les petits problèmes un par un, truc d'épicier.
Puis on laisse les gros problèmes bien au fond. Et on dit, une fois qu'on a fait les petits trucs d'épicier, tout le monde se connaît, on est à l'aise, on y va. Ouais, le problème, c'est que là, à un moment, l'État, on lui a dit, mais ton capital, ta participation, elle va descendre. Il y a un acteur privé qui va rentrer, etc., etc. Et depuis le début, ils le savent. Je trouve que là, ça se fait un peu de manière qui n'est pas très correcte. Et en plus, qui met en grande difficulté Bouygues, quand même, dans cette histoire. Parce pas très correct de la part de l'État. Pas très correct de la part de l'État. Voilà. Oui. Le choix, le manque de courage de l'État, là, et sa prise de position, qui, on le voit bien, elle est extrême, elle est intenable, elle veut dire plein... Il y a plein de sous-entendus politiques, mais quand même en difficulté un groupe industriel français. Donc moi, déjà, sur ce point-là, je ne trouve pas ça correct. Et juste pour revenir sur un point, quand Léonidas dit Free est arrivé et a vraiment, on peut utiliser le terme, fait exploser le marché du mobile, il est ce qu'on appelle le maverick dans le jargon du business, oui. Il a cranté un prix très bas, etc. On oublie une chose, c'est que Martin Bouygues fait un pari derrière. Il fait le pari de ce qu'on appelle en stratégie guerrière le pari de la terre brûlée. Il dit, comme vous venez de m'attaquer dans le mobile, moi je vais venir dans l'Internet fixe, qui n'est pas mon secteur, qui est celui évidemment de Free et des autres, et je vais toucher votre marge. De la même manière que vous avez touché la mienne. C'est pour ça qu'il est contraint à revenir autour de la table. On oublie quand même. Il fait un pari. Moi, je pense qu'il était trop tard. Il fallait le faire dès la sortie en 2012, quand Xavier Niel est arrivé. Donc, il fait ce pari-là, qui est très culotté quand même, parce qu'il dit, moi, je vais vous attaquer maintenant, je fais une box à 19 €. C'est ça qui s'est passé. Il a effondré le prix en pensant qu'il allait toucher durablement, en fait, tous les autres qui avaient des grosses parts de marché, pour les contraindre à négocier. Ce qui s'est passé, après, la négo, elle est un peu plus compliquée que ça. Et d'ailleurs, il dit dans le communiqué de ce soir que sa stratégie, c'est bien de continuer à animer le marché sur le marché du fixe. Donc il y va, on rentre dans une guerre. Là, on rentre dans une guerre qui est très violente. C'est-à-dire que là, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'était pas des menaces quand on disait les prix sont bas et ils vont continuer à baisser. C'est que là, avec la position à 4, les prix sont durablement bas et on risque d'avoir même plus bas. C'est-à-dire, oui, vous anticipez une nouvelle guerre la guerre, là, elle va être terrible. Donc, soit on trouve une solution avant les vacances, parce que les grosses périodes, c'est les fêtes. Qu'est-ce que vous appelez une solution Soit il y a un étranger qui vient, soit il y a un MVNO, soit il y a un consortium, je ne sais pas quelle forme. Simon. Non, je disais sur l'aspect commercial que les derniers mois ont été extrêmement agressifs d'un point de vue commercial, peut-être plus que ce qu'on n'a jamais vu, parce que avant les fêtes, il y a eu des offres très agressives. Ça, on est relativement habitué au moment des fêtes à avoir des offres agressives, mais ça a continué après, là jusqu'à ces dernières semaines, avec des offres à 3-4 € pendant un an sur des forfaits qui en valaient 20. Mais ça fait des années qu'on explique, et des mois, des années qu'on explique que ces opérateurs en 4 en bavent des ronds de chapeau. Est-ce qu'on atteint le niveau vraiment insoutenable? C'est ça que j'aurais essayé de comprendre. Quand même, lorsque l'on voit que les 4 sont dans une salle depuis 3 mois, c'est quand même assez singulier. Et moi, ça fait des années qu'on nous explique que vraiment ils en souffrent, que c'est affreux, Non, mais ils sont à 4 en train de ça devient insoutenable. Voilà. Il y a eu un partage de marché. À quel point ça devient insoutenable? Et à 4, ils se disent, retournons tous les 3 à 3 et on veut être à 3. Donc, le insoutenable, il faut relativiser. Oui. Si votre question, c'est de me dire que le secteur des télécoms perd de l'argent, je vous réponds non. Non, parce que c'est ça quand même. Le secteur identifié, pourquoi? Parce que c'est important. On est dans un secteur qui est capitalistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait des réseaux qu'on amortit sur 10, 15 ans, d'accord? Où on met des milliards. C'est pas... Attention, hein, on met des milliards. C'est important. Donc c'est capitalistique. Quand vous avez des marges hautes, ce qui est le cas historiquement des télécoms et ce qui l'est beaucoup moins, une part importante de vos revenus, c'est-à-dire des dividendes que vous avez, vous le réinjectez. Aujourd'hui, il y a 2 grands paris qui sont la 4G et la fibre. Et la 5G qui arrive. Si vous n'avez pas cette capacité de faire le saut techno d'après, d'acheter les licences, que je rappelle quand même qu'il y a une hypocrisie de l'État encore, on achète des milliards d'euros les licences, les fréquences quand même, des opérateurs, avant même qu'ils aient déployé quoi que ce soit. Et ça, par contre, on leur prend tout de suite. Donc il y a un moment, si vous n'avez pas cette capacité à financer toujours la technologie d'après, dont vous n'avez pas besoin aujourd'hui, parce que je rappelle quand même, la 4G, il y a 3-4 ans, quand on en parlait, on disait, ouais, c'est bon, on a largement le temps, et puis voilà, l'iPad, il arrive aux définitions, ou Microsoft Tablet, qui vous voulez, et d'un coup, vous faites exploser. Donc les opérateurs sont tout le temps en train d'investir pour l'avenir, et ils ont besoin de cette rentabilité. Donc, aujourd'hui, on est en train de taper sur cette rentabilité qui permet l'investissement de demain. On en vient donc à cette question de l'investissement qui, effectivement, voilà, j'aurais pu vous poser la question bien avant 20h40 parce que c'est prépondérant, bien sûr, Frédéric. Oui, rien qu'en fibre optique, l'investissement, c'est plus de 40 milliards d'euros. Et on parle de très haut débit. Et là, on ne parle plus seulement des opérateurs, on parle de la compétitivité des entreprises, on parle de la compétitivité des régions. Aujourd'hui, on le voit, le numérique est devenu hyper important, que l'on soit une entreprise du numérique, que l'on soit une entreprise qui fabrique des jouets ou des meubles en bois, tout le monde
a besoin de numérique aujourd'hui et de haut débit ou de très haut débit. Il y a de la vidéo, enfin on voit tout ce qui est en train de se développer. Alors certes, le consommateur de son prisme, il se dit chouette, j'ai des abonnements à 2 euros, à 4 euros, à 15 euros, les moins chers possibles. Mais c'est vrai que pour l'avenir, donc pour développer des nouvelles infrastructures et justement et pour favoriser la compétitivité de l'ensemble des entreprises, eh bien on est un peu mal si les opérateurs ne peuvent pas investir 4 à 5 milliards par an. Et voilà ce que devait favoriser entre autres cette opération. Oui, Léonidas. Oui, il y a une chose qui quand même m'inquiète, c'est qu'on a effectivement des chocs de titans et des chocs de dizaines de milliards. Au milieu de tout cela, il y a un certain nombre d'entrepreneurs qui continuent à dire, mais il n'y a pas qu'une question d'investissement massif, il y a aussi des niches, il y a des populations qui ne sont pas bien servies par les opérateurs télécoms. Et c'est vrai qu'on a des industriels, des investisseurs, des entrepreneurs qui ont investi le domaine du mobile. Et ces opérateurs qui donc achètent des minutes et qui sont des MVNO et qui développent des offres pour des publics d'entreprises, pour les zones rurales, pour les personnes âgées, pour des populations qui vont d'un pays à l'autre, les offres ethniques. Tout ça, ce sont derrière des offres qui vont cibler des acteurs précis. Et c'est quand même plus de 10 millions de clients qui trouvent des réponses adéquates auprès de ces MVNO, qui font quand même le constat que dans ce choc de titans de 4 opérateurs qui essaient de s'entretuer pour finalement essayer de fusionner à bon compte, eh bien, sont aussi en train de malmener le secteur. Et c'est vrai que c'est aussi perturbant de voir qu'il y a quelques mois, l'État vendait les fréquences pour la 5G, donc c'était les bandes de 800. Et on sait que l'un des objectifs, c'était de financer, de boucler le plan des armées. Donc voilà, à travers le secteur des télécoms, il finance ses besoins de vie courante des armées. On a désormais cette autre contrainte politique qui fait que manifestement, au bout de 3 mois, il fait capoter une opération sur des données qu'il connaissait dès le départ. Donc on a, au milieu de ce choc de titans, quand même aussi derrière des consommateurs qui doivent arriver à trouver des réponses à leurs besoins. Et c'est pas totalement certain qu'ils se retrouvent dans toute cette espèce de cacophonie. Donc ça fait autant d'investissements retardés pour l'instant. Je l'ai, Fred. Oui. Comment est-ce que Oui, clairement, oui. Je rebondis parce que c'est intéressant. Oui, Stéphane Dubreuil. En fait, on se rend compte que quand on regarde le PIB d'un pays développé, il est très fortement tiré aujourd'hui par les nouvelles technologies, que ce soit télécom, Internet, etc. D'ailleurs, à telle enseigne, si vous regardez aujourd'hui la bourse américaine, les 2 premières valos, c'est Google et Apple, ce qui est nulle part dans le monde. Généralement, c'est des vieilles industries, etc. On voit que c'est très important. Et aujourd'hui, c'est très bien dit. C'est-à-dire que l'enjeu qu'il y a aujourd'hui, c'est que si on rate le coche sur des nouveaux déploiements, c'est les entreprises et notre compétitivité nationale. Et pourquoi moi je suis pour ce rapprochement? Il va bien au-delà de la petite guéguerre nationale. C'est qu'on a une spécificité en France, c'est que nos 3 opérateurs qui allaient rester, et en fait un nouveau Vivendi, étaient les seuls qui avaient plus de 3, 4, voire 5 participations minimum à l'international. Xavier Niel est en Italie avec Vivendi. Drahi s'est projeté aux États-Unis. Xavier Niel est en train de regarder les États-Unis. Il est à La Réunion. Il vient de rencontrer l'Angleterre. On a besoin d'opérateurs de taille mondiale pour tirer nos startups et l'innovation. Or, si on continue dans une guerre qui va être sanglante, eh ben, oui, on va donner le pouvoir aux consommateurs, mais il faut un certain équilibre entre le consommateur et l'emploi et l'industrie. Alors, messieurs, il nous reste une dizaine de minutes ensemble. On va reparler dans un instant. Je vais vous relancer un petit peu sur ce qui se passe maintenant, parce que c'est forcément la question qu'on se pose, notamment ce soir. On va prendre au téléphone Bernard Alain, qui est avec nous au téléphone. Donc, bonsoir, monsieur Alain. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de Force ouvrière du groupe Bouygues dans son ensemble. Comment est-ce que vous réagissez ce soir à l'annonce de l'échec de ces discussions avec le groupe Orange, monsieur Alain? Sur le plan syndical et social, un certain soulagement. La complexité de l'opération nous avait, dès le début, fait émettre un certain nombre de craintes dans la réalisation de cette opération, qui est quand même une opération très ambitieuse sur le plan industriel. Donc c'est un soulagement ce soir. Soulagement ce soir, mais pas mal de questions. On va en parler dans un instant. Question pour la suite, finalement. Est-ce que vous adhérez au message de votre groupe qui annonce ce soir qu'il va poursuivre cette stratégie de stand-alone, comme on dit, c'est-à-dire seul, sûr de ses forces et sûr de pouvoir rester indépendant et debout finalement dans ce marché à 4?
D'abord, ça a été dit par un de mes collègues tout à l'heure. Effectivement, d'abord, on n'a pas le choix, puisque cette négociation n'a pas été jusqu'au bout. Effectivement, Bouygues Telecom avait déjà fait des réformes de structure, des réformes d'organisation par les années passées, ça a été dit tout à l'heure, qui lui permettaient, dès l'été et dès la fin de l'année, de montrer un redressement. Certes, ça reste compliqué dans un marché à 4, ça a été dit aussi tout à l'heure, tout autour de la table, mais aujourd'hui, pour l'instant, Bouygues Telecom avait démontré, notamment en fin d'année, en début d'année, que ça restait difficile, mais tout à fait jouable, avec un réseau et une qualité d'exploitation et commerciale tout à fait jouable. La grande question qui se pose maintenant, c'est, et ce qu'a démontré cette tentative de projet industriel, c'est elle a aussi montré les limites, et ça a été dit par beaucoup d'intervenants lors de votre émission, les limites peut-être de la régulation et du modèle de régulation de ce secteur en France. Merci beaucoup, Monsieur Alain. Merci d'avoir été avec nous ce soir, secrétaire général de Force ouvrière du groupe Bouygues dans sa totalité. Merci d'avoir été avec nous. Il nous reste 8-9 minutes, messieurs. On va refaire un tour, effectivement, autour de cette question. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Oui, Léonidas. Moi, je trouve qu'on touche là un point qui est assez fondamental. C'est que si la séquence qui s'ouvre, désormais, c'est que comme on n'arrive pas à se mettre d'accord autour d'une table, parce que ça capote à chaque fois, eh bien, c'est la guerre ouverte. Et je suis totalement d'accord. Je pense que nous sommes potentiellement sur l'ouverture d'une séquence qui peut durer 6 mois, 1 an, où tout ce que l'on essaye de faire, c'est de forcer à la vente de celui qui est peut-être le plus fragile. Et donc, c'est une guerre des prix totale partout. C'est terrible socialement, parce que ça aura des conséquences sociales. C'est terrible industriellement, c'est terrible pour l'investissement. C'est vraiment de la terre brûlée. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est que si le gouvernement a considéré qu'il y avait un risque politique à laisser l'opération aller jusqu'au bout, et donc il ne voulait pas prendre la responsabilité en l'endossant de pouvoir être accusé d'avoir été de près ou de loin responsable, et que en empêchant cette opération de se faire, il ouvre la séquence d'une bataille absolue qui entraînera une terre brûlée. Ça sera son préjudice également. Voilà. Alors, ça sera des préjudices. Tu pourras dire, on ne peut pas m'accuser d'avoir été responsable, mais ça sera catastrophique pour le secteur. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, une question vient d'être abordée par l'interlocuteur qui est la question de la régulation. Oui. Et c'est vrai que cette question me semble être fondamentale, parce qu'il y a un régulateur sectoriel, c'est l'ARCEP. Oui. Et c'est vrai que par moment, on est un tout petit peu étonné d'entendre l'ARCEP dire « c'est vrai que j'aurais jamais imaginé que le 4e opérateur, Free, serait arrivé en étant ainsi comme un éléphant dans un magasin de porcelaine ». Et pour un secteur qui est quand même un peu régulé, alors vous allez me dire c'est le jeu de la concurrence, mais globalement, il y a un certain nombre de choses qui devaient être régulées. Je vous donne un exemple. Vous savez que lorsque Free est intervenu, est arrivé et qu'il y avait un concours de beauté, on lui a accordé sa licence parce qu'il avait promis d'accueillir des MVNO, il avait promis d'ailleurs de ce point de vue-là d'être un très bon acteur pour la concurrence. Il avait une note de 17,5 sur 20. J'adorerais que ma fille ait des notes pareilles tous les jours. Eh bien, vous voyez, ça fait maintenant 3-4 ans qu'il est déployé et il n'a jamais accepté un MVNO. Ça l'aurait empêché d'avoir des prix cassés de la sorte parce qu'il aurait dû avoir des tarifs de gros. Il n'a jamais eu à les supporter. C'est un élément de faiblesse de la régulation. Petit mot là-dessus, Frédéric, puis on parle stratégie un peu. Oui, c'est cette sorte de nouvelle économie. Oui. Ces nouveaux entrants qui bousculent. Là, on en a un qui s'est annoncé aujourd'hui, Elon Musk, dans la voiture électrique. Voilà, il est en train de bousculer le marché et des satellites et de la voiture et du paiement, ce qu'il avait fait avant avec PayPal. Si je voulais revenir sur les portes de sortie de Bouygues, c'est quoi? Alors, ça peut être un rachat, effectivement, par Altis ou par Free. Ça peut être, j'y crois moins, un rapprochement avec un opérateur étranger, Deutsche Telekom, Telefonica. C'est un scénario le marché français fait peur à tout le monde. C'est un scénario. Ça, j'y crois beaucoup moins. Bouygues adosser un groupe étranger, c'est quelque chose qui a déjà circulé il y a quelques temps déjà. Ce à quoi je crois beaucoup plus, c'est alors soit par Altis ou à Free, je pense à Altis, et puis sinon c'est une vente par appartement. Ouais, on va vendre des petits bouts. Coriolis l'autre jour, ici même, c'est le patron de Coriolis qui disait moi je reprendrais bien la clientèle entreprise. Eh bien pourquoi pas? Ça serait pas une revente? Est-ce que ça serait une sortie par le haut pour Martin Bouygues finalement qui a parce que là c'était le bon plan entre guillemets, il restait quand même présent dans les télécoms. Là c'était sortir par le haut, mais vous pouvez imaginer un Qatarien ou les Émirats qui viennent. Je veux dire, en ce moment on voit qu'ils rachètent tout.
sont un peu partout. Qui sait, Martin Bouygues qui fait du BTP un peu partout aux 4 coins du monde, il les connaît bien. Ouais. Peut-être qu'on peut voir. Aujourd'hui, la réalité, c'est que personne ne peut être content de cette situation. Donc il va se passer. C'est dommageable pour tout le monde. Et ça a été très justement souligné par les syndicats. Il y a des hommes derrière cette histoire quand même. Je veux dire, on parle argent, c'est très sympathique, mais à un moment, il y a des hommes. Et aujourd'hui, être salarié chez Bouygues Télécom, ça doit être quand même assez difficile, parce que tous les jours, il y a des rumeurs. Être concentré au travail, moi, je leur tire mon chapeau. C'est compliqué, et donc il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une histoire industrielle derrière. Le reportage qu'on avait fait ici même sur BFM Business, mercredi ou jeudi, par des journalistes de BFM Business, disaient qu'ils n'en pouvaient plus. Quoi. Les gens étaient démotivés. C'est pour ça, vous le disiez, il y a des hommes qui n'ont pas vraiment d'affinité, et puis il y a des hommes qui ont des affinités, comme c'était le cas là, visiblement, entre Martin Bouygues et Stéphane Richard. C'est pour ça, je vous repose la question qu'on posait tout à l'heure, mais enfin voilà, on revient un petit peu sur ce qu'on disait. Est-ce que le fait que ces deux-là se remettent autour de la table vous paraît impossible? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans quelques mois, on le disait. Tout est possible. Parce à la faveur d'une alternance politique, voilà, on ne sait pas. Parce que le scénario, quand même, où tout le monde s'est excité dessus, quand même, faut le dire, hein, c'était le scénario qui était impossible. Donc, depuis le départ, tout le monde a sorti Orange. On a dit, ils s'entendent bien, donc ça va se faire. J'ai même entendu, on a aligné les astres. Non, mais là, c'est plus les astres qu'il fallait aligner. C'était l'univers entier. Je veux dire, faut arrêter. Donc, on a quand même pris le scénario le plus compliqué. Maintenant, il y a peut-être des demandes des deux côtés qui étaient irréconciliables. On est parti sur une mauvaise base. Il faut peut-être voir comment ça va se passer dans le temps. Maintenant, il faut être franc, ça va chahuter quand même très très sévèrement, que ça soit sur les marchés, même les prix dans les télécoms, ça risque de dévisser très fort. On dit toujours en guerre, il ne faut jamais blesser son ennemi, il faut le tuer. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il y a une bête blessée, ça peut être très dangereux pour tout le monde, et il faudrait faire attention à ce que ça ne dégénère pas un peu partout. L'action avait déjà pris, Simon, les chiffres, l'action Bouygues avait déjà pris jeudi matin. Bouygues a perdu quasiment 4% jeudi, quand on a su déjà qu'on prolongeait, qu'on prolongeait les discussions. Donc, et c'est encore les yo-yo boursiers, vous savez ce que c'est. C'est une période un peu particulière. Je suis d'accord avec vous, c'est inquiétant, mais les yo-yo boursiers, il faut faire attention. Le vrai sujet, c'est vers quelle issue on va. Et puis surtout, qu'est-ce qui va se passer quand les choses vont commencer à fuiter? Qui est vraiment responsable? Est-ce que c'est le politique? Est-ce qu'il y a des acteurs qui n'ont pas joué vraiment franc jeu? C'est ça aussi qui va filtrer dans les 48 heures qui viennent. Et là, il risque d'y avoir des effets de bord. Bon, on attend les MVNO, finalement, Leonidas, maintenant. Hein. Écoutez, en tous les cas, d'abord... vous nous rappelez les chiffres sur le poids du MVNO qu'on donnait dans la première demi-heure, parce qu'ils sont intéressants. Oui, c'est 11%. Et, 11%. Oui, absolument. Et 11%, c'est l'équivalent d'un opérateur qui... Bien sûr. Et c'est vrai que s'il y avait eu un rachat de Bouygues, je pense que les MVNO auraient été favorisés par l'autorité de la concurrence, que moi, j'ai eu des discussions en off. Ils étaient prêts enfin à faire quelque chose, parce qu'on a eu des promesses de l'ARCEP, l'ancienne direction n'a jamais rien eu. Là, ils étaient prêts à faire quelque chose en disant on va protéger. Pourquoi? Parce que je rappelle, la régulation, elle se fait par l'infrastructure, et là, on en avait une qui disparaissait. Oui, donc pour compenser ça, l'autorité de la concurrence était prête à légiférer un peu sur tout ce qui était la partie tarif de gros, etc. Et il est vrai que là, les remèdes étaient pour nous intéressants. Il faut aussi rappeler encore une fois que lorsqu'il y a eu un quatrième opérateur qui est arrivé, on s'est dit, tant mieux, il y a un quatrième offreur de gros qui va vendre ses minutes. Et finalement, il n'est jamais arrivé, il ne l'a jamais fait. Donc c'est vrai que l'on se dit, finalement, chacun aurait reconnu la mission, le rôle qui est celui des MVNO, qu'ils jouent, qui jouent de façon très dynamique. Maintenant, je peux vous le dire, il n'y avait pas d'attentisme de la part des MVNO en se disant on ne fait plus rien, on attend que ça se fasse et on tirera notre épingle du jeu. Ce sont des entrepreneurs qui sont des investisseurs de leur propre avenir et ils ont l'intention de continuer. C'est vrai qu'il y en avait un sur ce plateau, le patron de Coriolis, Pierre Bontemps, qui était prêt à racheter la partie entreprise et effectivement... Qui est venu nous voir, qui est venu chez Stéphane Soumier l'autre matin, il y a quelques jours. Écoutez, il a 2000 salariés, mais il y en a d'autres, Transatel, Énergie Mobile, enfin ce sont tous des acteurs qui sont déterminés à continuer à être dans le paysage. 30 secondes question. Est-ce que vous dites là, ça va être la guerre, donc à chaud, il ne va rien se passer, ou est-ce que vous dites c'est une opportunité, mine de rien, pour que les choses s'accélèrent et qu'on aille sous une forme ou une autre finalement vers une consolidation à 3? Frédéric, non, là c'est... Oui, je pense que ça va faire bouger les choses. Ça va faire bouger les choses. À 3 ou pour une disparition, ou pour une vente par appartement, c'est une solution. De Bouygues Télécom, c'est ça que vous le dites. Oui, alors certes, c'est pas forcément une sortie par le haut, mais si on regarde bout par bout, peut-être que sur la valorisation, ça peut être Martin Bouygues n'a pas donné le sentiment qu'il avait envie de sortir des télécoms. Voilà, c'est ça aussi, qui pourrait encore compliquer. En fait, c'est son bébé, c'est lui qui l'a créé. Donc oui, c'est ça. Il y a un attachement fort là. C'est le seul actif qu'il a. C'est le seul actif qu'il a. C'est le seul actif qu'il a créé depuis qu'il a récupéré le groupe. Finalement, de la part de son père. Ils ont vendu Maison Bouygues, qui était aussi qu'il avait créé. Eh bien voilà, merci messieurs en tout cas d'être venus ce soir pour cette édition
édition spéciale. C'est la fin donc de ce qu'on surnommait l'opération Jardiland en coulisses entre les. Oui, absolument. Nom de code entre les différents protagonistes, c'était l'opération Jardiland. Voilà, ce mariage entre Orange et Bouygues Télécom qui n'aura pas lieu donc. Ça a été officialisé ce vendredi soir sur les coups de 19h. Merci messieurs d'avoir été avec nous ce soir. Simon Tenenbaum, Frédéric Simotel, Léonidas Kalogiropoulos, Alternative Mobile. Merci Léonidas, à très vite. Et puis Stéphane Dubreuil, consultant télécom. Merci Stéphane, à bientôt également sur BFM Business. Voilà, on reparlera bien sûr de cet échec tout au long du week-end. Et puis lundi matin, le live bien sûr avec Stéphane Soumier sur BFM Business. Bonne soirée, bon week-end, à très vite sur BFM. Édition spéciale sur BFM Business.